Bonjour à tous, bienvenue dans cette session consacrée à la réforme du Code des douanes de l'Union. Objectif, impact, défi pour les professionnels. Quelle actualité en 2025, hein, le mot droit de douane est dans la bouche de tout le monde. Depuis que Donald Trump a décidé de les relever, bien évidemment, il y a 6 mois, lorsque ce sujet a été défini par les organisateurs du SITL, nous savions que Donald Trump, hier, allait augmenter de manière drastique et phénoménale les droits de douane dans le monde. On est en plein dans l'actualité, donc nous avons des experts de haut vol pour ce sujet qui secoue la géopolitique, le commerce international et les experts de la douane qui font l'amitié d'être avec nous. Je vous présente Olivier Thouard, président de la commission douane chez TLF Overseas. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour à tous. Avec nous également Monsieur Thibault Dolay, directeur douane chez L'Oréal Corporate. Monsieur Thibault Dolay, bienvenue. Bonjour. Et évidemment, ces décisions, évolutions réglementaires s'appliquent aux entreprises et c'est une véritable onde de choc. On verra votre point de vue. Nous sommes en vidéo, en duplex, avec Madame Charlotte Merlier, qui est au cabinet du commissaire Maroš Šefčovič, en charge effectivement du commerce international de la Taxe Sud. Madame Charlotte Merlier, bonjour, j'espère que vous nous entendez bien et merci de participer. Bonjour, je vous entends parfaitement, je suis ravie d'être avec vous en ligne depuis Bruxelles. Eh bien, c'est formidable parce que il y avait déjà des sujets lourds, on va en parler, hein, l'explosion du e-commerce qui redéfinit les échanges internationaux, qui a poussé l'Union européenne à revoir sa réglementation, mais on reste dans cette actualité très chaude, plus de 20% de hausse pour l'Europe, des croissances à 2 chiffres pour les barrières augmentées par les États-Unis hier sur tous les pays. Donc je me tourne déjà vers vous, juste pour l'actualité, Madame Merlier. On ne peut pas dire que c'est une surprise, hein. On savait, Donald Trump avait annoncé, c'est quand même quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Simplement l'ampleur, et pour l'Europe, c'est quand même un choc à ce niveau-là, non ? Je ne vais pas vous apprendre grand-chose de plus que ce qu'a annoncé la présidente de la Commission ce matin, ou comment elle a réagi. Comme vous le savez, le commissaire Maroš Šefčovič s'est rendu 2 fois aux États-Unis pour rencontrer les représentants américains, pour discuter. Cette situation, l'Union européenne ne l'a pas voulu. On prend acte. Et le canal de négociation est toujours ouvert avec les États-Unis pour assurer que l'Union européenne protège ses entreprises et continue à discuter avec les autorités américaines pour limiter au maximum l'impact sur le commerce international. Alors, je ne voulais pas vous embarrasser. Je sais que les mots sont comptés dans cette guerre commerciale qui monte d'un cran chaque semaine. On revient déjà à des sujets non moins intéressants sur la réforme qu'il y a au niveau de l'Europe. Les rappels des objectifs de cette réforme que vous menez de main de maître, Charlotte Merlier, si vous voulez bien. Je veux bien. Je voulais simplement confirmer qu'on le faisait en français parce que j'ai tout préparé en anglais, mais je peux le faire en français, pas de problème. Bah oui, en fonction de la présence de français majoritaire et de notre affinité avec la langue de Molière, on y va en français. Excusez-nous. C'est parfait. Alors, comme vous l'avez indiqué, le commissaire Maroš Šefčovič, il est en charge du commerce et de la sécurité économique. Et contrairement au passé où les sujets douaniers étaient rattachés généralement au commissaire en charge des affaires financières, désormais les affaires douanières sont rattachées aux affaires commerciales et liées à la sécurité économique. Et ce n'est pas un hasard dans le contexte actuel, mais même avant ces dernières décisions aux États-Unis. On prend conscience. Je pense que la plupart des douaniers le savaient depuis fort longtemps, mais on prend davantage conscience dans le reste de la société et auprès de nos décideurs que la douane est une administration bien plus complexe et bien plus riche qu'un simple service de collection de droits, qui a des missions extrêmement complexes et des missions extrêmement importantes pour la protection du territoire, pour la protection des entreprises, pour la protection du marché intérieur, et que pour toutes ces raisons, il est assez logique de rattacher la douane aux affaires commerciales et de sécurité économique. La réforme, elle s'inscrit directement dans cette logique.
puisque les objectifs sont, globalement, on peut les présenter sous deux angles, mais qui sont complètement complémentaires. Il y a une perspective pour le business, pour les opérateurs économiques, pour les flux commerciaux, qui est de faciliter les flux légitimes, les flux dont on a besoin pour faire fonctionner notre économie. Et pour ça, la réforme, elle construit sur la base de choses qui existent déjà, mais elle va plus loin. On va en parler notamment avec le Data Hub et avec des outils informatiques beaucoup plus puissants que ceux qu'on a aujourd'hui. Et puis, dans une logique qui est la logique plus douanière, mais qui est la logique aussi du citoyen, la logique de protection du consommateur, de protection du territoire, de protection des entreprises, il y a un enjeu de protection de notre marché, notre protection de nos consommateurs, avec un nombre croissant d'obligations qui doivent être contrôlées à la frontière, parce que c'est souvent le meilleur point de contrôle pour vérifier une grande quantité de produits qui arrivent sur notre territoire plutôt que d'attendre qu'ils soient dispersés sur le territoire, avec un nombre croissant d'obligations non financières qui s'appliquent et qu'on contrôle à la frontière. Et la combinaison de ces deux choses, la facilitation du commerce légitime et l'importance d'assurer des contrôles appropriés à la frontière, nous ont conduit à écrire, à proposer cette réforme avec en cerise sur ce gâteau fort complexe déjà, le e-commerce, qui est une tendance qui s'est énormément développée ces dernières années. On est à plus de 4 milliards de colis en 2024. Et donc, il était également nécessaire que cette réforme s'applique aux flux particuliers du e-commerce. Rapidement, le calendrier. La réforme a été présentée en 2023. Elle est en discussion auprès des co-législateurs. Le Parlement a adopté sa position en mars l'année passée. Le Parlement travaille également sur un rapport sur le e-commerce en parallèle. Le Conseil, de son côté, c'est-à-dire les États membres, travaillent sur leur propre position qui devrait être prête en juin, de façon à ce que Parlement et Conseil s'engagent dans un trilogue dans les mois qui suivent. Les trois piliers de la réforme, mais c'est la suite de notre discussion, les trois piliers de la réforme, le Data Hub, donc l'outil technique pour collecter les data, pour collecter les données, l'autorité douanière centrale au niveau européen qui reçoit ces data, reçoit ces données et soutient les autorités nationales pour traiter ces données et pour décider de comment mieux organiser nos contrôles, et un certain nombre de processus douaniers, de procédures douanières qui sont revues pour prendre en considération l'évolution et la nécessaire simplification de certaines de ces procédures. Merci beaucoup pour le débat est lancé. Olivier Thouars, vous connaissez tout ça. Maintenant, les changements opérationnels attendus de la réforme pour les opérateurs, encore faut-il les cerner, hein. Vous les appréhendez comment? Alors, il va y avoir des changements, comme ça peut être évoqué. Donc, on va avoir un data hub, donc des données centralisées. Il va y avoir un changement dans le fonctionnement, la possibilité de dédouaner non plus, en deux temps, je dirais, parce qu'en frontière, il n'y aura plus de déclaration pour les opérateurs qui seront dans un nouveau statut qui s'appelle aujourd'hui Trust and Check, qui va sans doute changer, mais une sorte de OA supérieur, OA++. Et donc, il y aura des simplifications majeures qui seront accordées aux opérateurs de confiance qui partageront leurs informations. Voilà. Et toutes les données seront au niveau européen dans un seul serveur, une seule zone de stockage, le Data Hub, voilà, avec en plus une obligation, un nouveau standard qui est le dédouanement centralisé. C'est-à-dire que les entreprises déposeront leurs opérations de dédouanement, si elles sont Trust and Check, dans leur pays d'établissement. C'est un mode de dédouanement plutôt systémique versus une version transactionnelle, alors. Voilà. Aujourd'hui, on est en transactionnel, c'est-à-dire qu'on dépose une opération à chaque flux en frontière. Demain, avec le Data Hub et le système Trust and Check, l'idée, c'est que la déclaration, Charlotte me corrigera si elle n'est pas d'accord, mais la déclaration ICS2, la déclaration donc, de sûreté-sécurité qui arrive du pays tiers, viendra alimenter le Data Hub et l'opérateur Trust and Check, qui aura donc toutes les simplifications, n'aura plus besoin de garantie, ça va pour rentrer dans 2-3 détails, Ouais. plus de transit, et il viendra simplement, avant le 10 du mois suivant, compléter les informations, faire son calcul de droits et taxes et payer ses droits et taxes. Voilà.
Est-ce que le dédouanement, là, on est sur un mode centralisé? On va avoir une centralisation du dédouanement au niveau communautaire? Aujourd'hui? Oui. Alors aujourd'hui, ça existe en théorie depuis le Code des douanes, depuis le CDU, depuis 2016. Dans les faits, certains pays ont commencé à le développer un petit peu, mais ça reste très, très manuel, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'outil de partage. Et le Data Hub, c'est aussi ça derrière. C'est qu'il y aura une zone de stockage unique des informations. Les pays, il n'y aura pas besoin de partager entre les pays, puisque la donnée sera disponible. Aujourd'hui, il y a quelques opérateurs, très peu, qui ont aujourd'hui une centralisation communautaire. Voilà, donc demain, ça deviendrait le standard des sociétés Trust and Check. C'est l'idée. Donc l'aspect accès à la donnée, sens de protection, il est pris en compte. L'Union européenne dispose du RGPD. Les éléments de la réforme sont développés par les textes d'application. Ce Data Hub, voilà, vous le voyez d'un bon oeil, ça va dans le bon sens. Alors, au niveau des représentants en douane, on est totalement, on l'a déjà dit plusieurs fois, en faveur de la réforme pour les raisons qui ont été évoquées, e-commerce et explosion des réglementations non douanières. Donc on est totalement en faveur. Voilà. Après, protection des données, c'est évident que dans le contexte géopolitique actuel, je pense qu'il y a peu d'entreprises qui voudront confier leurs données à Google. Non mais voilà, il faut le dire. Mais est-ce qu'elles peuvent éviter en même temps? Non mais ça veut dire que dans les systèmes, nous, notre demande, c'est que quand la Commission va devoir faire des choix d'opérateurs, que ce soit des opérateurs européens qui maîtrisent la donnée avec un stockage en Europe. On a la capacité? C'est une bonne question, mais ça fait partie du sujet. Ouais. Thibaut Dollet, le self-assessment, c'est une évolution bienvenue pour les chargeurs? Tout à fait, tout à fait. Enfin, le self-assessment, effectivement, il est déjà prévu aussi dans le Code des douanes de l'Union depuis 2016, mais on n'en a pour l'instant pas vu la couleur parce que il n'a pas pu être mis en œuvre. Donc si effectivement il peut arriver avec cette réforme, c'est une très bonne chose. L'idée étant pour nous de pouvoir améliorer la qualité des données qu'on déclare. Comme on le disait juste avant, les déclarations aujourd'hui sont faites pour chaque expédition, en frontière ou à destination, mais on va dire à chaque livraison, ce qui nous laisse finalement assez peu de temps pour établir la déclaration, puisqu'elle bloque tant que la déclaration n'est pas finalisée, la livraison des marchandises ne peut pas se faire. Le self-assessment nous permet de faire ça, de décorréler, on va dire, la déclaration du flux physique, ce qui nous laissera effectivement plus de temps pour organiser ces déclarations en douane et pour faire en sorte que les données déclarées soient de qualité. Je rebondis quand même sur cette actualité brûlante. Lorsqu'on est dans un groupe aussi extraordinaire à la présence mondiale comme L'Oréal, les flux d'échange sont partout, plus de 150 pays, j'imagine, pour L'Oréal, et qu'on entend cette hausse substantielle des tarifs douaniers de Donald Trump. Quelle est votre réaction? Certes, la tendance, on s'y attendait, mais voilà, la guerre commerciale est lancée quand même. Tout à fait. Alors après, moi, je ne sais pas quelle sera effectivement la réponse de la Commission là-dessus. Effectivement, Madame Merlier en a parlé, mais on verra bien. Ça vous inquiète pas plus que ça, un grand groupe? Bien sûr, ça inquiète tout le monde, mais dans le thème du jour sur la réforme du Code des douanes de l'Union, je pense que ce self-assessment est d'autant plus important si effectivement il y a une réponse tarifaire de la Commission à ce que effectivement les données qu'on sera amené à déclarer, qui amèneront potentiellement des droits de douane plus élevés demain, notamment pour les flux en provenance des US, puissent être de qualité et exact en fait. Voilà, à travers le triptyque habituel du classement de l'origine et de la valeur que l'on déclare, s'assurer qu'effectivement tout ça est correct, cohérent avec les flux comptables, les flux financiers de l'entreprise et parfaitement cohérent, un peu comme en fiscalité aujourd'hui d'ailleurs. Donc on va rejoindre un petit peu le système fiscal actuel en matière de TVA et autres. Réaction aussi de vous, Monsieur Olivier Thouars, vous êtes président de la commission douane chez TLF Overseas, avec cette nouvelle donne d'hier. Une réunion est prévue au sein de TLF. Voilà, vous allez étudier la nouvelle situation. Alors, je pense que cette nuit,
chacune de nos entreprises ont commencé à analyser les impacts. On s'y attendait. Disons qu'on a pour l'essentiel jusqu'au 9, puisque la mise en application sera pour le 9. En fait, on ne sait pas vraiment où on va aller. On sait qu'il y a un risque de baisse de l'activité économique. C'est plutôt ça, en fait. Oui, exactement. Et donc, nous, en tant que représentants en douane ou logisticiens, si nos clients sont impactés négativement dans le commerce international, on va être impacté dans le commerce international. C'est compliqué de l'identifier aujourd'hui, où ça va modifier certains trafics, puisque certains pays vont se détourner des États-Unis vers d'autres. Voilà, donc le commerce va se modifier. Exactement. Un nouveau Yalta qui va se dessiner. Alors, on revient à ces sujets non moins intéressants, mais un petit peu plus pointus pour moi, je reconnais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, Thibaut Dolez, sur le management des données douanières, les risques associés, notamment en matière de TVA? On avait prévu d'en parler. Effectivement, je pense que ce Data Hub, qui sera un système unique utilisé dans l'ensemble des pays de l'Union, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, on en a 27. Donc, un système au lieu de 27, c'est effectivement, à mon avis, une très bonne chose, notamment pour les éditeurs et puis pour les RDE. Pour nous, chargeurs, ce sera effectivement de voir quel sera notre accès à ce Data Hub. Quelles seront les modalités pour accéder à ce Data Hub pour venir compléter, corriger nos données, notamment en matière de correction. Aujourd'hui, quand on veut corriger une déclaration en douane, c'est particulièrement compliqué. Il faut en faire une demande auprès des autorités, pas toujours acceptée d'ailleurs. Demain, effectivement, si ce Data Hub nous permet de venir a posteriori, après la livraison des marchandises, corriger nos données, ce sera effectivement une très bonne chose. En matière de TVA, effectivement, si ce Data Hub nous permet de dédouaner partout en Europe en point frontière et donc potentiellement dans un autre pays que la France, très bien, mais effectivement, quid de la TVA qui n'est pas encore auto-liquidée dans tous les pays de l'Union européenne. Donc quelle sera la condition finalement pour pouvoir effectivement dédouaner en point frontière, je pense aux ports néerlandais et belges notamment, pour ce qui est de la TVA import. Voilà, qui ne fonctionne pas exactement pareil dans ces pays et en France, avec des taux différents, etc. Olivier Thouars posait justement la question sur Google, l'emprise américaine. Thibaut Dolez, qu'est-ce que vous dites sur la souveraineté, la protection des données des opérateurs européens? Bon, voilà, la création d'un data hub européen. On en a beaucoup parlé de la souveraineté européenne. Il faut vraiment la mettre en place dans ce domaine-là aussi. Je rejoins ce que disait Olivier effectivement précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement la donnée, le Trust and Check, on va peut-être en parler un peu après, mais les conditions d'accès à ce Data Hub, quelle sera l'ouverture qu'on va nous demander sur nos données, sur nos systèmes à nous, entreprises, pour pouvoir obtenir ce statut de Trust and Check et obtenir toutes les facilités qu'on vient d'évoquer. Ça va être une grande question. Effectivement, il y a la sécurité informatique qui sera clé dans ce sujet-là. Et effectivement, il vaudrait mieux garantir la souveraineté de nos données, de ce système, et de les confier à des sociétés européennes. Madame Charles... Oui, pardon, vous n'avez pas fini, excusez-moi. Oui. Madame Charles Mernier, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit? Ça a l'air plutôt consensuel. La réforme semble avoir des adeptes. Je vous laisse rebondir. Trois petites choses. Exactement comme ça a été dit. Le Data Hub, l'idée, c'est de passer de systèmes très fragmentés, nationaux, parfois à l'échelle européenne. Il y a des connexions pour le transit, bien sûr, on passe d'un pays à l'autre, etc. Mais tout ça, c'est d'en faire un seul système. Quand on dit un seul système, ça ne veut pas dire que toutes les données sont mélangées. Pour des raisons de sécurité, il va y avoir, bien sûr, à l'intérieur différents modules, différents silos, de sorte que les personnes, notamment les autorités douanières qui accèdent aux données, ne voient que les données qui les intéressent. Mais pour
l'utilisateur, pour l'importateur qui met ses données, pour le chargeur qui doit compléter les données, c'est une seule interface. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'interagir avec différents systèmes de différents États membres dans différentes langues. C'est ça le principal. C'est un point d'entrée, un point d'interface. Ensuite, les données sont distribuées dans les différents modules qui sont utiles et sont accessibles à ceux qui ont besoin d'en connaître. C'est-à-dire que si votre point d'entrée est en France, les autorités douanières locales vont accéder à la donnée. Mais si votre opération douanière n'a rien à voir avec l'Italie, les Italiens ne verront pas ce qui se passe. Ce qui se voit au niveau central, c'est l'autorité douanière européenne. C'est une création du système où on fera de l'analyse de données au niveau européen pour que cette donnée à l'échelle européenne, elle soit quand même utile, notamment pour détecter des choses qui seraient anormales dans le système. Mais à ce niveau-là, c'est de la donnée très certainement anonymisée. C'est de la donnée générale, de flux. C'est l'autorité douanière locale et nationale qui connaît son trafic et qui intervient dans les contrôles. Donc l'interface simple, c'est pour l'utilisateur. Ensuite, les données sont dans des modules qui ont des fonctions spécifiques et n'accèdent à ces données que ceux qui ont besoin d'en connaître, typiquement l'autorité locale. Il y a un petit peu de coopération aussi avec les autorités de surveillance du marché ou les autorités fiscales. Typiquement, les données TVA, on peut imaginer que les autorités fiscales du pays accèdent à cette donnée de façon à faire des liens entre l'import et la TVA à payer à l'import. Mais une fois de plus, c'est seulement le pays et l'autorité fiscale intéressée par cette opération qui accèdent, pas un autre pays et certainement pas une autorité à l'extérieur de l'Union européenne. L'idée avec le Data Hub, j'ai entendu la question de qui fournit quoi et comment on accède. Il y a de la correction, bien sûr, il y a de l'amendement et de l'invalidation dans le système. Il y a des articles, notamment 62 et 82, qui vous expliquent comment ça marche pour l'entrée et pour l'import. Il y a toujours ces dispositifs de correction des données. La logique derrière le Data Hub et la façon de fonctionner, c'est qu'il n'y a plus des déclarations à chaque étape. Une déclaration d'entrée, une déclaration de transit, une déclaration d'import. Il y a un flux de données qui se complète au fil de l'eau. On commence avec des données en indiquant que quelque chose va arriver dans le territoire, parce que vous avez commandé, parce que vous savez que des pièces vont arriver ou des produits vont arriver. Vous commencez à mettre dans le système ce que vous savez sur votre opération. Au moment où c'est chargé pour arriver en Europe, votre transporteur, potentiellement, il a des informations supplémentaires. Il connaît le numéro du conteneur, il sait dans quel port ça va arriver. Alors, il va compléter vos données avec ces données très logistiques, très pratiques, que vous ne connaissez pas. Ou alors il faut que vous lui passiez un coup de fil, ou c'est lui qui doit vous passer un coup de fil. L'idée, c'est que ça se passe dans le Data Hub. Chacun donne les données pour lesquelles il est le mieux placé. Ça améliore la qualité de la donnée, parce que c'est celui qui sait de quoi il s'agit qui fournit la bonne donnée dans le système. Ça permet que chacun soit responsable pour les données qui le concernent. Le transporteur connaît le conteneur, vous ne connaissez pas le conteneur. Donc c'est plus simple, c'est le transporteur qui fournit l'information. Très schématique, bien sûr, mais voilà. Et ensuite, bien sûr, la condition, c'est que tout soit lié. C'est-à-dire qu'on va avoir une clé, un identifiant pour cet envoi, que vous allez vous passer les uns les autres de façon à pouvoir compléter les données au fil de l'eau. Quand ça arrivera, quand il faudra décharger, la personne en charge du déchargement donnera l'information sur le déchargement. Si vous placez sous transit, ça continuera. Et quand vous indiquerez que ça arrive au point d'arrivée du transit, au point de déchargement transit, vous compléterez. C'est un seul flux de données plutôt que de répéter les mêmes jeux de données plusieurs fois, parce que la nomenclature, globalement, normalement, elle ne doit pas changer en cours de transport. Donc voilà, c'est typiquement une donnée qu'on va réutiliser. On réutilise la donnée au fil de l'eau. Il n'y a plus plusieurs déclarations qui s'empilent, il y a un chaînage de l'information et un chaînage des étapes pour que ce soit plus simple pour vous, plus simple pour nous, plus fiable. Bien sûr, vous pouvez faire des modifications, jamais une fois que le contrôle est commencé, mais ça c'est la base. Mais bien sûr, vous pouvez faire des modifications qui seront tracées dans le système de façon à bien être sûr de l'intégrité. Dernier point, il a été fait mention du Trust and Check, de ce statut d'opérateur OEA++. Le Data Hub et toutes ces facilitations que je viens de décrire, c'est pour tous les opérateurs. Tous les opérateurs, à partir de 2032 et de façon obligatoire à partir de 2038, tous les opérateurs utilisent le Data Hub et fournissent les données dans le Data Hub. Donc cette simplification, une seule interface, etc., elles sont immédiates pour tout le monde. Ensuite, si on est Trust and Check, c'est-à-dire si on est en capacité de partager de façon un peu plus active ces données, mais seulement ces données douanières, il est hors de question que la douane accède à des choses qui n'ont rien à voir avec la douane. Si vous êtes en capacité de fournir vos données de façon un peu plus interactive, alors vous pouvez accéder notamment au statut de Trust and Check
Et dans ces cas-là, vous avez le dédouanement centralisé. Un seul État membre qui supervise toutes vos opérations à l'échelle de l'Union européenne. Mais on peut revenir sur le statut et sur les facilitations un peu plus tard. Très bien, merci. Peut-être, M. Thouars, vous voulez revenir sur la responsabilité des opérateurs, l'impact sur la réforme sur le métier de RDE? Alors, dans le cadre de la réforme, si on parle de responsabilité, nous, on va évoquer les sujets de représentation, puisque c'est un point qu'on a souligné depuis quelque temps déjà, mais dans le cadre de la réforme, l'article 27.1 prévoit que le représentant en douane indirect devient l'importateur. Alors, il y avait avant même ça, l'article 27, enfin avant, il est juste après, mais le 27.3 qui précise que si nous, en tant que représentants en douane, on veut obtenir le statut Trust and Check, ou peu importe le nom qu'il aura à terme, et qu'on veut en faire bénéficier nos clients comme on leur fait bénéficier de nos simplifications de l'EOA, et bien dans ce cas-là, on aura l'obligation de travailler en indirect. Hein. Donc voilà, c'est le premier article qu'il faut parler, le 27.3. On doit être en indirect si on veut bénéficier des simplifications. Derrière, le 27.1 qui dit qu'en indirect, on est l'importateur. Et ensuite, le 20.1 qui dit qu'en tant qu'importateur, l'importateur est responsable des réglementations, des autres réglementations. Donc, pour nous, c'est un point dur de la réforme. En fait, on est en total accord avec l'idée de la réforme, avec l'objectif, etc. Par contre, on n'est pas du tout d'accord, et c'est pas une surprise pour Mme Merlier, on n'est pas du tout d'accord sur le fait que le représentant en douane qui ne fait pas le sourcing n'a aucune décision dans le cadre du trafic qui est en train de se faire, du volume qui est en train de circuler. Parfois, en fonction de l'Incoterm, n'est juste impliqué dans l'opération qu'à l'arrivée. Parfois, nous, en tant que représentant en douane, on va juste faire le dédouanement. Donc, on ne fait pas le transport, on ne fait rien au départ. Et là, si on est en représentation indirecte, parce qu'on veut faire bénéficier de simplification notre client, on va devenir importateur responsable de ce qui se passe, y compris des réglementations non douanières. C'est là où on n'est pas... T'es là, mais on n'est pas d'accord. Est-ce que vous entendez cette remarque pertinente? Est-ce que vous allez pouvoir l'intégrer Alors, je l'ai entendu plusieurs fois, forcément. Bah oui, mais on s'est déjà vu. Oui, je pense qu'il faut revenir à la logique. Comme je vous disais, l'idée, c'est que celui qui sait ce qui se passe met les données dans le système. Les données sont plus fiables d'un point de vue purement technique, mais aussi pour les douaniers. Ça veut dire que les données viennent de celui qui sait ce qui se passe. L'idée de la réforme, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des importateurs, il y a des opérateurs, il y a des entreprises qui font venir de la marchandise sur le territoire européen. OK. Elles ont des obligations. Elles ont des obligations de payer leurs droits de douane, mais elles ont aussi des obligations d'assurer que le produit soit conforme à un certain nombre de normes au niveau de l'Union européenne. Cet importateur, il ne peut pas échapper à sa responsabilité. Le fait de passer par un représentant, par quelqu'un qui l'aide dans ses opérations, c'est évidemment, ça peut se comprendre, c'est tout à fait utile, etc. Mais chacun doit rester au clair avec jusqu'à quel point il peut être responsable. L'importateur doit être responsable de ce qu'il fait entrer sur le territoire. Le représentant prend soit un rôle assez éloigné, auquel cas il aide, c'est un facilitateur pour les opérations. Mais s'il veut aller, s'il décide d'être il nous faut quelqu'un qui soit responsable. Et ça peut être que l'importateur. Et si le représentant décide de se substituer à l'importateur, alors il prend les responsabilités qui vont avec. S'il ne souhaite pas, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans le container, parce qu'il ne sait pas comment le transport s'est fait, parce qu'il ne connaît pas l'origine de la marchandise, alors il ne doit pas prendre cette responsabilité, parce qu'il ne doit pas faire écran à la personne qui devrait réellement être en charge et qui devrait réellement être punie si les réglementations n'étaient pas appliquées correctement et respectées correctement. C'est ça la logique. C'est de mettre chacun face à sa responsabilité qui doit être proportionnée à ce qu'il sait et ne pas utiliser un intermédiaire pour faire écran, parce que cet intermédiaire ne peut pas prendre cette responsabilité. Moi, je pense qu'il ne devrait pas la prendre. Et je pense que c'est l'importateur qui doit être responsable. C'est-à-dire l'importateur, celui qui prend la décision. C'est comme ça qu'on le définit dans les définitions du code. C'est celui qui sait ce qui se passe, c'est celui qui sait ce qu'il fait entrer sur le territoire, et c'est celui qui doit être en cohérence et en application de la réglementation. J'entends la logique, et puis il y a ceux qui sont sur le terrain. Monsieur Olivier Thouars, vous voulez réagir? Oui. Alors, non mais sur l'analyse, sur le fait que l'importateur doit être responsable, on est d'accord.
On n'est juste pas d'accord quand la réforme vient dire que le représentant en douane en indirect devient l'importateur. Et en fait, quand vous dites, dans ce cas, il ne faut pas l'accepter, en fait, c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est ce qu'on dit. C'est qu'aujourd'hui, 85%, si je prends l'exemple de la France, du volume douanier passe sous format OEA parce que l'essentiel des entreprises OEA aujourd'hui sont des transporteurs, des logisticiens, des RDE, la grande partie. Sur 72 000, les chiffres de la douane ont été publiés il y a une dizaine de jours. Sur 72 000 entreprises qui interviennent dans le commerce international en France, vous en avez 1900 qui sont OEA et 85% du volume passe en OEA, mais parce que le représentant en douane est certifié. Du coup, j'entends ce que vous dites, on est d'accord sur l'analyse, et du coup, c'est pour ça que nous, on dit les représentants en douane ne seront pas trust and check, parce que tout ce que vous avez dit, on ne peut pas le faire. On ne peut pas nous assurer, sinon on va jouer le prête-nom. Le risque, c'est qu'on soit le prête-nom d'une entreprise qui veulent introduire frauduleusement des marchandises non conformes en Europe et prendre des responsabilités qui sont démesurées par rapport à nos capacités de contrôle. Du coup, on ne sera pas trust and check. J'ai eu déjà l'occasion de vous le dire. Et du coup, d'où la question du maintien de l'EEA. Parce que qu'on n'ait pas accès au trust and check, c'est une évidence pour nous si on doit devenir l'importateur. Mais il faut par contre maintenir l'activité économique en Europe et on représente une très grande part de la gestion des importations et exportations en Europe et en France. Et du coup, il faut maintenir en fait ce lien qu'on a aujourd'hui et les simplifications, notamment les simplifications sur les garanties. Je sais que ça fait partie des discussions et des changements normalement prévus dans les prochaines évolutions du texte. Mais voilà, en tout cas, c'est notre position. Ça pourrait pas arriver, Madame Merlier, que vous fassiez un petit peu évoluer sur cette remarque pleine de bon sens, représentative de la filière ? Alors, la proposition de la Commission, on ne peut plus la modifier puisque c'est celle qui a été adoptée de façon collégiale au mois de mai. Mais ensuite, le texte va au co-législateur. Parce qu'en fait, le droit européen, il est proposé par la Commission, mais adopté et dessiné réellement par les co-législateurs, c'est-à-dire le Parlement et par le Conseil. Le Parlement, dans sa position de mars l'année dernière, a effectivement réintroduit des dispositions sur l'OEA, l'OEA simplification, l'OEA qui fournit un certain nombre de facilités et qui peut en faire bénéficier ses clients. Et le Conseil discute effectivement, ayant à l'esprit que le Parlement a déjà fait un pas dans cette direction. Donc le Conseil discute pour savoir est-ce qu'il faut le réintégrer, comment il faut le réintégrer, avec quelles limites, avec quelles conditions. Sachant qu'effectivement, je pense qu'on partage la logique. Chacun doit avoir une responsabilité proportionnée et il faut décider quel statut on prend, décider quel mode de représentation on choisit en fonction des conséquences auxquelles on doit faire face si quelque chose se passe mal. Donc, ce n'est pas la Commission qui change de position, ce sont les co-législateurs qui rédigent la réglementation comme ils décident que c'est le mieux et qui peuvent effectivement modifier plus ou moins substantiellement la proposition de la Commission. Et ensuite, le Conseil et le Parlement se retrouveront en trilogue avec la Commission pour finaliser un texte final qui sera le Code des douanes de l'Union final. Donc la Commission ne change pas de position, mais les co-législateurs ont toute latitude pour changer le texte tout autant qu'ils le souhaitent. Je ne sais pas si M. Delay voulait revenir sur les différences entre le Trust and Check et OEA. Quels seront les nouveaux critères de votre point de vue ? Vous voulez revenir là-dessus ? Vous voulez rebondir sur tout ce que vous entendez à l'instant ? Alors non, ça on verra. On verra effectivement quels seront les nouveaux critères. Pour l'instant, je ne les connais pas. Je sais que la certification OEA, pour nous, c'est important parce que c'est un gage de qualité, de confiance, de relation de confiance avec la douane. Ça nous ouvre aussi effectivement des facilitations qui ne sont pas négligeables. Mais au-delà de ces facilitations, c'est surtout un moyen pour nous de garantir que la conformité finalement de nos procédures douanières. Le Trust and Check, quels seront les critères supplémentaires pour obtenir ce statut je suppose qu'il sera très axé à l'accès des données entre l'entreprise et le Data Hub, mais comment tout cela va se traduire concrètement, je ne sais pas. Sur les notions d'importateur-exportateur, on en a déjà parlé, Olivier Thouars. Est-ce qu'effectivement, une clarification également sur le côté qui est responsable de la donnée fournie, est-ce que vous voulez avancer sur le sujet là-dessus ?
Non, ce que je peux juste ajouter, c'est qu'en tant que représentant en douane, nous, on va agir sur instruction. Comme je disais, on ne va pas ouvrir le colis, on va avoir un importateur qui va venir vers nous, si je suis à l'importation, avec des marchandises, de la documentation. On n'a pas le droit d'ouvrir le colis, c'est juste qu'on n'a pas le droit de le faire, donc on ne l'ouvre pas. Par contre, on va recevoir des instructions par rapport à la description des marchandises au code douanier qui va nous être présenté. On va être en mesure de dire qu'il y a des spécificités, il y a des sanctions, il y a des normes à appliquer. Donc si jamais on ne nous fournit pas les documents de normes, on va devoir les réclamer. Donc on a une sorte de rôle de filtre en fait, au niveau de la frontière. Ça, on va le garder. Voilà. Par contre, comme ça a été dit, voilà, on ne veut pas remplacer l'importateur. Voilà. Chacun son rôle. Et nous avons, je peux le dire, hein, nous en tant qu'RDE, nous avons des clients chargeurs avec qui on travaille en présentation indirecte, qui nous ont dit aujourd'hui, si demain la réforme passe, aujourd'hui on aimait bien travailler en VRI parce qu'il y a ils voient un certain partage, une co-responsabilité sur la dette douanière. Bon, mais demain c'est même pas en rêve. Donc il y a même des entreprises qui sont aujourd'hui en présentation indirecte qui veulent surtout fuir la présentation indirecte. Parce qu'en fait, pour eux, c'est une perte de souveraineté sur leurs propres données, si je puis dire. Parce qu'en fait, ils ne sont plus l'importateur de leurs propres marchandises. Et en fait, c'est un risque pour eux de ne plus... Parce qu'un risque aussi, tu parlais, Thibaut, de la relation avec l'administration. Si l'entreprise qui aujourd'hui importe les marchandises, demain n'est plus l'importateur, bah, il ne parle plus à la douane non plus. Hein. Donc, c'est ça le problème qu'il y a derrière. Alors, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Il y a des experts devant nous. Sinon, vous pourrez en profiter après la session. Il n'y a pas de main qui se lève. Et sinon, eh bien, peut-être un mot de conclusion, Madame Merlier. Ce sont des sujets immenses, mais merci de synthétiser quand même les innovations. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Le mot de conclusion, c'est... ce que fait l'Union européenne a bien sûr une logique et s'inscrit dans un cadre aussi plus grand. Il y a un certain nombre d'outils qui existent, par exemple le single window qui va être intégré ou qui sera interopérable avec le Data Hub. Il y a un certain nombre de simplifications qui existent déjà et qui seront également embarquées dans cette réforme. Et j'insiste, je l'ai déjà dit, mais j'insiste réellement sur le fait que le Data Hub, c'est une simplification majeure dans la réforme. Par la façon dont ça fonctionne. Et c'est vraiment ouvert à tous les opérateurs. On peut discuter sur l'OA, sur le Trust and Check, sur un certain nombre de facilitations supplémentaires. Mais la base, c'est que le Data Hub et les nouvelles règles, les nouvelles procédures, les nouveaux régimes, les régimes sont maintenus, mais les règles qui vont avec, sont là pour simplifier la vie de tous les opérateurs, quel que soit leur statut, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur capacité douanière et quelle que soit leur implantation géographique, de sorte qu'on reste au service des flux qui doivent passer la frontière et que le dédouanement se passe, l'entrée et le dédouanement, mais aussi le dédouanement à l'export, se passe de la meilleure façon qui soit, et pour les opérateurs, et pour les douaniers, pour les autorités douanières, avec le moins de mauvaises surprises possibles, les meilleures données possibles, et l'intervention la plus ciblée possible, y compris des interventions plus éloignées de la frontière, à l'intérieur du territoire. Ça, c'est un point important. On n'a pas parlé de transit et du fait que le Trust and Check n'aurait plus de transit, mais pourrait toujours utiliser la façon dont le transit fonctionne, c'est-à-dire ne pas dédouaner à la frontière, mais dédouaner beaucoup plus à l'intérieur du territoire. Le Data Hub, c'est le pilier pratique, technique, logistique de la réforme. Et il sera même obligatoire en 2038 pour tous les opérateurs. Et c'est ça la simplification majeure. Merci beaucoup. Monsieur Thibaut Daulet, j'ai entendu Mme Merlier qui dit qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Non, je pense qu'effectivement, sur les flux conventionnels que l'on maîtrise, je pense qu'il n'y aura pas de surprise et que le Data Hub et que cette réforme sera la bienvenue. La grosse inquiétude, en tout cas pour ma part, c'est au niveau des flux expressistes. Je pense que les flux conventionnels, on sait les anticiper et on saura effectivement maîtriser la transmission des données en amont de l'arrivée des marchandises sur le territoire de l'Union. Sur les flux avec les expressistes, voilà, j'ai une crainte beaucoup plus... des plus gros doutes, on va dire. Voilà, on n'est pas toujours... maître de ces envois opérés par les expressistes. C'est beaucoup du DDP. On s'était pas mal posé de questions déjà au moment de la mise en place de l'autoliquidation de la TVA sur ces flux d'expressistes en particulier. Et là, je pense que la question risque de se reposer également.
Merci beaucoup. Je crois que vous l'avez compris, ce régime veille vraiment sur une protection des données, il va dans le bon sens. Et en tout cas, ce data hub est central. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants parce qu'ils travaillent à une réforme avec un objectif toujours plus important de sécurité des données et d'un équilibre entre les facilitations et la capacité de contrôle et de protection de l'Union européenne. Merci Madame Merlier du cabinet de la Commission européenne, Monsieur Olivier Thouars, commission douane, président de la commission douane de TLF, et merci Thibaut Dollet d'avoir donné le point de vue également des douanes pour L'Oréal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je reconnais que là c'était pointu. Pour moi c'était pas facile. Excusez-moi. Heureusement